Jeudi 17 novembre 2022, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les actualités de ce jour, 4 personnes ont été arrêtées soupçonnées d'être responsables de l'assassinat de Tsou Ourabé-Manansou Ndiatine du groupe VHF. Selon l'enquête de la police, une de ses collègues et 3 autres hommes seraient impliqués dans ce crime. C'était un meurtre planifié et maquillé en accident de la circulation car il a été tué en Alamaïn qui a été jeté au pont d'Ambouy-Manarive où par la suite, selon toujours la police, le mobile serait indifférent entre eux. Reportage de Aniena Martina et d'Aranjiansou. Tsou n'est pas seulement un artiste mais également un entrepreneur. Et c'est pour cette raison même qu'il a été tué le soir du lundi 7 novembre. 4 personnes ont été interpellées par la police dans le cadre de cette affaire. L'une de ces dernières est sa collègue. Elle serait l'instigatrice de ce crime, les 2 hommes l'ont tuée et le dernier les a aidés. 4 personnes ont été interpellées par la police dans le cadre de cette affaire, l'une de ces dernières est sa collègue. Elle serait l'instigatrice de ce crime, les 2 hommes l'ont tuée et le dernier les a aidés. La voiture Golf Polo de Tsou a été retrouvée chez sa collègue le jour de son enterrement et la plaque d'immatriculation a été changée selon le commandant adjoint du groupement de la gendarmerie Tanaville. Une autre personne est encore impliquée dans cette affaire, mais le tribunal décidera de poursuivre l'enquête, a déclaré la police. L'affaire a été portée devant le tribunal aujourd'hui. Les amis proches et la famille de Tsou étaient vêtus de blanc devant le tribunal pour demander la vérité sur cette affaire. Toujours dans cette page fait divers, un policier et un Chinois sont soupçonnés d'être responsables du meurtre d'une greffière et d'un inspecteur des impôts lundi dernier, a confirmé la police nationale dans un communiqué aujourd'hui. Tous 2 sont détenus à la gendarmerie nationale en charge du dossier pour le moment. Selon le SNEM ou syndicat des agents des impôts de Madagascar, ce meurtre est lié à leur travail. Les détails avec Fandessène Mireille et Yves Janel. La police nationale malgache confirme qu'il y a bien un policier impliqué dans le meurtre de 2 personnes à Mirkassine lundi dernier. Ce policier était en compagnie d'un ressortissant chinois lors de cette opération, selon le communiqué publié aujourd'hui par la police nationale. Le SNAIM, ou syndicat des agents des impôts de Madagascar, a déclaré que le meurtre de ces personnes était lié à leur travail. Il condamne ainsi cet acte et exige que la loi soit appliquée envers les responsables. Le syndicat suivra l'enquête de près. À titre de rappel, la greffière et l'inspecteur des impôts ont été assassinés à bord d'une voiture 4x4 à Imirkassine. L'inspecteur a succombé sur le coup si la greffière était morte à l'hôpital. Poursuivons dans la page politique, le déplacement à Sharm el-Sheikh du président du Sénat et chef de la délégation parlementaire malagasy Irman Arzafmaïf à la 27e conférence des Nations Unies sur le changement climatique s'est avéré fructueux, ouvrant la voie à plusieurs perspectives pour Madagascar. Le Sénat de Madagascar, en synergie avec l'exécutif pour une cause commune de lutte conjointe contre le changement climatique, a pu réitérer à plusieurs occasions l'appel de Madagascar vis-à-vis de la communauté internationale sur l'accès au financement climatique. Un appel déjà lancé à plusieurs reprises par le président de la République de Madagascar, Andra Zouel. Les plaidoyers à plusieurs niveaux, qu'il s'agisse de la francophonie ou de la présidence de la COP26 ou encore de l'ensemble des participants au dialogue de haut niveau sur le financement climatique, ont ouvert la voie à des perspectives positives en ce qui concerne l'accélération de l'accès de Madagascar au financement climatique et son accès au Fonds vert climat. Un plaidoyer fort, entre autres, au niveau de la francophonie, avec une rencontre entre le président du Sénat et la directrice de l'Institut de la francophonie pour le développement durable, Cécile Martin, durant laquelle les 2 personnalités se sont focalisées sur les outils divers que la francophonie pourra utiliser pour accompagner Madagascar dans ses démarches de lutte contre le changement climatique, y compris l'accès au financement climatique. L'Institut travaillera en collaboration avec le Sénat de Madagascar dans ses actions de lutte contre le changement climatique, y compris dans le domaine de l'énergie renouvelable et celui de la reforestation. Ce plaidoyer francophone par le président du Sénat a été clôturé par sa participation à la conférence de presse de l'Assemblée parlementaire francophone sur le bilan de la COP27. La COP27 était aussi l'occasion pour le président du Sénat d'explorer les voies pour appuyer les étudiants malagasy se spécialisant dans les domaines liés au changement climatique.
Sa rencontre avec le professeur Richard Thompson, directeur de l'Institut marin de l'Université de Plymouth du Royaume-Uni, ouvrira la voie à la possibilité pour les doctorants malagasy dans le domaine des sciences marines de se perfectionner dans cette université britannique. Enfin, une discussion qu'il a eue avec le haut responsable en matière de partenariat pays du Fonds d'adaptation Sylvia Mancini a permis aux deux parties de voir les obstacles à l'accès de Madagascar à ce fonds qui est possible pour plusieurs pays, y compris pour Madagascar. Le conseiller spécial du président de la République, Souza Jean André, poursuit la campagne afin de sensibiliser les citoyens à s'inscrire dans la liste électorale. Lundi dernier, il était à Fort-Dauphin dans la commune de Manatine. C'était également l'occasion pour lui de rendre compte des réalisations du gouvernement. Rosritel Rakout Malal nous en dit plus. Le conseiller spécial du président de la République, Souza Jean André, a exhorté hier les habitants de la municipalité de Manatine, dans le district de Fort-Dauphin, à s'inscrire dans les listes électorales. Selon lui, le vote est le seul moyen d'exprimer son choix et que tout citoyen majeur devrait voter. Il a également déclaré que l'heure n'est pas aux perturbations et aux incitations à la haine. Par ailleurs, il a effectué un rapport au public concernant les réalisations du gouvernement au cours de ces 4 dernières années, notamment la réalisation des écoles, des terrains Manarapench et autres infrastructures à Fort-Dauphin. C'était également l'occasion pour lui d'écouter les doléances de la population afin de les transmettre aux concernés. Dans la page économique de ce soir, le programme national FIARIN est un programme de soutien du gouvernement malagasy aux entrepreneurs et à la fois un programme du président de la République, Andry Rajoelina. Les 19 900 bénéficiaires du projet FIARIN se répartissent actuellement dans 109 régions. Reportage de Mervoulasfer sur les images de Michel Rakoutson. Le programme FIARIN dispose de plusieurs projets, notamment le Vukabar by FIARIN, Fanour, Ankunanaka et FIA, afin d'appuyer les entrepreneurs. Actuellement, le programme compte 19 967 bénéficiaires dans les 23 régions de l'île, favorisant la création de 187 000 emplois. Environ 165 milliards d'ariars sont déjà débloqués pour le financement de ces projets, dont beaucoup ont déjà remboursé à 100% leurs crédits. En général, ces projets portent plus sur le secteur agricole. Par ailleurs, cette situation favorise l'atteinte de la vision du gouvernement malagasy pour l'indépendance alimentaire, souligne Valérie Zafnjavek, secrétaire exécutif du programme FIARIN. Le programme FIARIN crédite toute personne ayant moins de 59 ans détentrice d'un projet d'entreprise. Le bénéficiaire a 3 jusqu'à 36 mois pour le remboursement du prêt, dont le taux d'intérêt est de 5 à 9%. Les porteurs de projets ayant besoin de financement reçoivent la réponse en 72 heures seulement, soulignent les responsables de ce programme national. Ils tiennent à noter que tous les services du programme FIARIN restent gratuits. À part le siège du programme FIARIN à Tananarive, des délégués du projet se répartissent dans toutes les chambres de commerce et de l'industrie de chaque région. Dans les actualités sociales, la philosophie est un garant de la sagesse, de l'éthique, mais aussi un moyen pour apporter la paix au sein de la société. Chaque 3e jeudi du mois de novembre est la journée mondiale dédiée à la philosophie. Madagascar a célébré également cette journée à la filière philosophie de l'université d'Antananarive, aujourd'hui sous le thème de l'humain qui vient. Reportage sur les images de Nzara Ranjiantso. L'amour de la sagesse et du savoir, garant de la paix au sein de la société, moyen pour véhiculer l'éthique, les principes de l'être humain et de son environnement, c'est en général ce qu'est la philosophie et son utilité dans la société. La philosophie est aussi un moyen d'ouvrir le débat sur un fait dans la société, tout en se basant sur l'éthique et non le moral. C'est exactement pour cela que le thème de la célébration de la journée mondiale, l'humain qui vient, a été choisi. Le thème choisi par l'UNESCO pour cette année est l'humain qui vient. À première vue, cette phrase s'adresse à nous en projetant devant nous un horizon par lequel du sens devrait pouvoir se dessiner. Cet humain qui vient, c'est quelqu'un que l'on va accueillir, qui est là, tout proche, qui va frapper à notre porte,
quelqu'un qu'on attend, mais qui n'est pas encore là. Quelqu'un qui n'est pas encore là, mais qui sera là, ici et maintenant. C'est un humain. Mais alors, c'est un semblable, à propos duquel une éthique dont nous reconnaissons la dimension humaniste et universelle, c'est une éthique qui nous recommande une attitude de bienveillance. Lorsqu'elle me dit d'aimer mon prochain comme moi-même. C'est à travers la Commission nationale de l'UNESCO Madagascar que cette célébration a eu lieu aujourd'hui, car il s'agit d'une initiative de l'UNESCO d'appuyer le domaine de la philosophie, surtout pour Madagascar. La philosophie n'est encore tout à fait vulgarisée. Néanmoins, la mention philosophie de l'Université d'Antananarive commence à attirer des étudiants, car plus d'une centaine d'étudiants suivent cette matière actuellement, selon les explications. Soit 150 étudiants chaque année sont accueillis au sein de la mention philosophie de l'Université d'Antananarive. La cérémonie de signature du projet de dotation d'une ambulance et d'un groupe électrogène pour la polyclinique d'Ankatfout a eu lieu aujourd'hui. Il s'agit de dons d'une valeur de 72 000 €, soit l'équivalent de 281 millions d'ariars, dont la signature a été effectuée par l'ambassadeur du Japon à Madagascar, Abe Koji, et sœur Rantasu Anzanahar et Marie-Euphémie, directrice de la polyclinique d'Ankatfout. Si le projet entre dans le cadre du programme de coopération intitulé « Dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine » qui est une structure d'aide pour les organisations médicales qui vise à améliorer la condition de vie et répondre aux différents besoins de développement de la population locale. Écoutons l'ambassadeur du Japon à Madagascar. Donc le domaine de santé est l'un des domaines prioritaires d'assistance du Japon vers Madagascar. Et comme on a déjà travaillé avec cette polyclinique dans le passé, et il y a un fort besoin donc d'une ambulance et aussi donc ce groupe électrogène, on a décidé d'apporter ce soutien. Bon, donc cette ambulance était utilisée dans une localité du Japon, mais c'est un moyen de recycler pour les besoins à travers le monde entier. Et donc en fait on peut dire que c'est donc de bonne volonté du peuple japonais. Poursuivant par l'actualité sportive de ce soir, Tana Waterfront à Bodvoun se transformera en village du foot du 20 novembre au 18 décembre à l'occasion de la Coupe du Monde 2022 qui se tient au Qatar. En plus de la diffusion des 64 matchs, les fans de foot peuvent également parier. Il y aura également un tournoi FIFA 23. De nombreux prix attendent les concurrents pendant ces périodes, en plus des diverses animations. Dans les actualités internationales de ce soir, le 17 juillet 2014, un vol de la Malaysia Airlines reliant Amsterdam à Kuala Lumpur était abattu par un missile au-dessus de Donbass en Ukraine, en plein conflit avec la Russie, faisant 298 victimes. Un tribunal néerlandais rend son verdict aujourd'hui. 4 hauts gradés russes et séparatistes risquent la prison à vie. France 24. Ainsi, le rôle de la Russie est mis en avant dans ce verdict. Ce sera la première fois qu'un tribunal se prononce sur la responsabilité de ce pays dans les conflits en Ukraine depuis l'annexion de la Crimée en 2014. Et puis d'un point de vue purement juridique, cela pourrait avoir des répercussions sur d'autres affaires qui sont ouvertes devant d'autres juridictions comme la Cour de justice internationale. Je vous rappelle qu'en 2017, Kiev a lancé une procédure pour terrorisme contre la Russie en raison de son soutien présumé à des groupes séparatistes en Ukraine. Mais il y a aussi, depuis le début du conflit, le 24 février, un certain nombre d'autres cas qui sont ouverts devant plusieurs juridictions. Et ça va être intéressant de voir les répercussions que peut avoir ce verdict aujourd'hui dans le crash du vol MH17 sur tous ces dossiers. Plus d'une semaine après les élections de mi-mandat, le Parti républicain a obtenu hier une courte majorité à la Chambre des représentants. Les conservateurs, qui n'ont toutefois pas le contrôle du Sénat, vont ainsi disposer d'un pouvoir de blocage de la politique de Joe Biden jusqu'en 2024. France 24.
C'est tout le paradoxe de cette élection de mi-mandat dont on ne pourra pas dire qu'elle était jouée d'avance. On s'en souvient, il y a encore quelques jours, bientôt même quelques semaines, les Républicains, à grand renfort de sondages, annonçaient une vague rouge qui allait s'emparer de la totalité du Congrès. Eh bien, les résultats de cette nuit à Washington sont concrètement très éloignés de cela. D'abord, n'oublions pas que les démocrates conservent concrètement leur majorité à la Chambre haute, au Sénat, mais cette bataille qui n'en finit pas d'ailleurs pour la Chambre des représentants, devait-elle être célébrée par les Républicains comme une grande victoire. Ce mercredi, donc, les démocrates obtiennent leur 218e siège, le chiffre qui garantit une majorité, 218 sièges contre 208 au moment où nous parlons. Cela signifie que 9 sièges doivent encore être attribués. C'est interminable, vous en conviendrez, mais d'ores et déjà, cela ne laisse qu'une maigre marge aux Républicains qui ne pourront pas prétendre afficher une large majorité. Alors pour répondre directement à votre question, oui, c'est une victoire républicaine, bien sûr, mais en demi-teinte et avec en fond de tableau un parti républicain beaucoup moins sûr de lui qu'il ne l'était il y a encore quelques jours. Mais j'ajouterai pour terminer que l'un des perdants de ce scrutin, et surtout quand on porte un regard d'Européen sur la démocratie américaine, eh bien c'est justement cette démocratie des États-Unis qui fait encore une fois la démonstration de son incapacité à consulter le peuple américain dans des délais dignes des grandes démocraties, justement. C'est un vrai sujet ici, et concrètement un sujet transpartisan. De moins en moins de représentants du monde politique des États-Unis arrivent à assumer de devoir attendre des semaines avant de pouvoir produire des résultats. Un nouveau pacte trilatéral de sécurité dans la zone Indo-Pacifique entre Washington, Londres et Canberra doit permettre à l'Australie de se doter de sous-marins à propulsion nucléaire. En conséquence, la commande de 12 sous-marins passés par Canberra à la France a été annulée. France 24 nous en dit plus. Il y a 2 ans, il posait tout sourire devant les photographes, maquette d'un sous-marin français dans les mains. Le Premier ministre australien Scott Morrison venait de signer un contrat monstre avec la France, plus de 50 milliards d'euros pour la construction de 12 sous-marins. Le même Morrison vient d'annoncer un changement de cap. We intend to build these submarines in Adelaide, Australia, in close cooperation with the United Kingdom and the United States. Le constructeur français Naval Group parle dans un communiqué de grande déception et confirme ainsi l'annulation du contrat. Il rappelle que l'accord signé offrait à l'Australie une plus grande souveraineté grâce à des engagements inédits, notamment en matière de transfert de technologie. Les États-Unis, grands gagnants de l'histoire avec le Royaume-Uni, tentent tout en diplomatie de consoler les Français. This effort reflects a broader trend of key European countries playing an extremely important role in the Indo-Pacific. France, in particular, already has substantial Indo-Pacific presence and is a key partner and ally in strengthening the security and prosperity of the region. The United States looks forward to working closely with France and other key countries as we go forward. Thank you so much. Un partenaire clé qui vient donc de se faire doubler par son propre allié. Thank you. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition pour ce soir. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne continuation et très bonne suite de programmes sur Viva. Au revoir.